Assalamu alaikum, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur fil Allah. Un podcast pour prendre soin de ta foi et de ta santé. Ces deux trésors liés. La foi, c'est à mes yeux ce qu'on a de plus précieux et notre meilleur allié santé. Car oui, plus on aura une foi forte et plus on s'intéressera et on suivra les préceptes divins. Donc plus on assaignira nos cœurs et nos corps, et plus on vivra une vie saine et équilibrée, ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Je m'appelle Sophia, je suis musulmane et pharmacienne, et je te propose qu'on chemine ensemble vers ces objectifs à travers ce podcast. Rendez-vous un dimanche matin sur deux à l'heure du Fajr, Inch'Allah. Prends soin de toi et bonne écoute. Assalamu alaikum, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur fil Allah. Trop contente de te retrouver, ça fait un petit moment là, avec les vacances d'été. J'ai fait une petite pause estivale. J'espère que tu te portes bien, j'espère que tu as passé un bon été, qui t'a permis de te reposer ou de t'amuser, ou en tout cas d'être prêt pour cette rentrée, motivé. Et qui dit rentrée dit nouvelle résolution, nouvelle année, nouveaux projets, nouvelles études pour certains, certaines, etc. Ça m'a donné envie de parler d'un sujet qui touche pas mal de personnes et qui, moi, m'a touchée pendant de longues années et qui m'a vraiment tétanisée. Mais par la grâce de Dieu, j'en suis sortie, elhamdoulilah. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de t'en parler et Inch'Allah peut-être de t'aider à en sortir comme j'en suis sortie. Ce sujet, c'est la peur de l'échec. Parce que parfois on a beau avoir les meilleures intentions du monde, la motivation, on se retrouve face à nos doutes. Est-ce que j'en suis capable? Qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas? Quels sont mes plans B, C, D, Y, Z, etc. Et personnellement, j'ai passé énormément de temps pendant mes premières années d'études au bureau sur ma chaise, mais les yeux rivés dans le vide, incapable de travailler, d'avancer, tétanisé par la peur de l'échec. Et dans cet épisode, Inch'Allah, je vais te donner quelques clés qui m'ont permis de sortir de cette peur de l'échec et de rentrer dans la confiance et la paix. Ces clés, selon moi, il y en a 3. La première, c'est vraiment revoir son intention et mettre Allah au cœur de son intention. Et on va développer, Inch'Allah, et j'ai une amie étudiante en médecine à qui j'ai proposé de participer à ce podcast et elle m'a fait des audios. Donc qu'on va écouter ensemble, Inch'Allah, que je trouve très intéressant. Merci à elle et gros bisous et gros cœur sur toi. Et donc ça c'est le premier axe de réflexion. La deuxième clé / axe de réflexion, c'est la visualisation de la réussite. Bon, je te spoil un peu, mais voilà. C'est une technique toute simple, franchement hyper facile à mettre en place et qui m'a changé la vie. Et vraiment, je pèse mes mots, ça m'a changé la vie. Je vais te raconter un peu mon parcours au niveau des études, mais vraiment, on est passé de tout noir à tout blanc grâce à cette technique. Donc évidemment, je vais te la partager, Inch'Allah. Et ensuite, le troisième clé / axe de réflexion, ça va être un côté un peu plus santé, médical, etc. pour pouvoir te permettre de réussir tes projets, Inch'Allah. Je te souhaite une bonne écoute, que Dieu nous protège, que Dieu nous bénisse et nous permette de réussir nos projets si c'est un bien pour nous, Inch'Allah. Allez, Besmeleh. Alors, la première clé pour guérir la peur de l'échec, selon moi, c'est l'intention. En fait, je pense qu'on a besoin de donner du sens à ce qu'on fait. Si on fait des choses et qu'on ne comprend pas pourquoi on les fait, il n'y a pas vraiment de sens pour nous, on va jamais trouver la motivation de le faire sur la durée. Donc c'est vraiment la quête de sens. Donc te poser les questions, pourquoi je veux réussir ce projet? Pourquoi je veux réussir mes études par exemple? Ou tel projet? Et donner du sens. Et quel sens plus beau et plus fort on peut donner à une action
que celui de satisfaire Allah et de lui plaire. Sourate 51, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Une autre traduction, c'est je n'ai créé le djinn et l'humanité que pour me servir. Et une autre traduction, et nullement j'ai créé le djinn et l'humain, si ce n'est pour qu'ils se placent à mon service. Donc là, on voit que notre raison d'être, notre raison d'exister et d'être sur cette terre, c'est pour adorer Allah, c'est pour le servir, c'est pour nous mettre à son service. Donc le sens de notre vie, il est tout trouvé déjà. Maintenant, il n'y a plus qu'à le conscientiser et à le faire délibérément. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de trouver du sens à ce que tu fais et de placer intentionnellement une intention. Intentionnellement une intention. En tout cas, de vraiment délibérément placer une intention derrière la réussite de ce projet et que cette intention, elle soit centrée sur Allah, sur lui plaire, sur te rapprocher de lui. Et voilà, en sachant que c'est un peu le but de notre vie, faut pas qu'on perde le cap, c'est plaire à Allah, aller au paradis, Inch'Allah. Et nos études, nos projets, ça peut être un moyen justement de se rapprocher de lui, etc. Et il y a une notion que je trouve super importante. En fait, c'est de ne pas mélanger et de ne pas confondre la fin et le moyen. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, on confond les deux et on pense que la fin, donc le but ultime, c'est tel ou tel métier, c'est de se marier avec telle personne, c'est d'avoir de l'argent. Ça, c'est notre fin, le but. Et notre moyen, ça va être Allah. Et on va lui demander, Allah, accorde-moi cette chose, Allah, aide-moi à avoir cette chose. Alors que non, en fait, quand on fait ça, on est confondu. On se confond et en réalité, il ne faut pas oublier que c'est Allah la fin. C'est Allah le but suprême. Et le reste, un bon mariage, tel ou tel métier, telle ou telle étude, le fait d'avoir de l'argent, tout ça, c'est des moyens pour, Inch'Allah, nous rapprocher d'Allah. Donc le fait de placer une intention qui est pure, d'être utile aux autres, à la communauté, un métier qui te permet de t'apporter des hasanats, des bonnes actions, de subvenir aux besoins de ta famille, d'avancer dans la science, peu importe. Si ton intention à travers ce projet, la finalité elle est de plaire à Allah, ça te permet en fait de sortir de la peur. Sortir de la peur de l'échec, car tu laisses de côté tout ce qui est ego, naf, le côté c'est ma valeur personnelle que j'engage dans ce projet. Si je réussis, je suis trop forte. Si j'échoue, c'est que je suis trop nulle, je suis éclatée, je suis pas à la hauteur. Non. Tu te dis, je fais mes efforts et je fais ça pour toi, Allah. Pour te plaire toujours. Je ne veux que ce qui te plaît. Donc si c'est ce projet qui te plaît, alhamdoulilah, accorde-moi sa réussite pour que je continue dans le bien. Et si c'est ailleurs qu'est le droit chemin pour moi, accorde-moi d'y accéder. Finalement, il n'y a pas vraiment d'échec si c'est simplement une redirection de ton Seigneur. Si tu te dis, je me mets à ton service, Seigneur, que ta volonté soit faite à travers moi, ça t'enlève un poids et vraiment ça t'apporte beaucoup de paix. Placer Allah au centre de ton intention, de la réussite de ton projet, ça va te permettre, selon moi, deux choses. Deux choses hyper importantes pour la réussite de n'importe quel projet. Ces deux choses, c'est la notion d'effort et la notion de confiance. La notion d'effort, verset 69, sourate 29. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Dieu est en vérité avec les bienfaisants. Ceux qui luttent pour notre cause. Et c'est vraiment comme ça que je le comprends. Je le comprends. Ceux qui fournissent des efforts, ceux qui se battent, ceux qui luttent pour nous, pour notre cause. Et moi, ce verset, il me donne énormément de force parce qu'en fait, si tu te dis que tu fais ton projet pour Allah, ça te donne en fait une raison de te battre, une raison de faire des efforts. Ça te donne aussi donc une motivation et ça te donne aussi une dignité. Une dignité dans ton effort parce que tu sais que tu le fais pour Dieu et Inch'Allah que ça lui plaît, et Inch'Allah qu'il est avec toi. Et la deuxième notion que ça t'apporte, selon moi, c'est la notion de confiance.
Parce que maintenant, c'est plus seulement toi face à ton projet et ta confiance en toi de pouvoir réussir ou non ce projet, c'est ta confiance en Allah, en sa capacité de faire tout et en sa capacité de prendre soin de toi et de te guider vers ce qui est bon pour toi. Sourate 11, verset 123. À Dieu appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 8, verset 2. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Dieu. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Dieu nous demande de placer notre confiance en lui. Dieu nous demande de lui faire confiance. Et pour ce faire, pour parler de cette confiance en Allah, je vais laisser mon ami nous raconter un peu son parcours. Et j'espère que tu vas apprécier autant que moi ces audios, Inch'Allah. Alors, concernant la peur de l'échec, qui est un sujet hyper intéressant et qui concerne tout le monde finalement, même si la définition n'est pas la même en fonction des individus, parce que l'échec pour quelqu'un, ce ne sera pas forcément l'échec pour une autre personne. On n'a pas tous les mêmes objectifs de vie, on n'a pas tous les mêmes rêves, mais cette peur-là de ne pas y arriver, de ne pas réussir à accomplir ce qu'on veut, ou du moins ce qu'on croit vouloir, parce que pareil, en grandissant, en évoluant, les rêves changent ou les objectifs de vie changent, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui concerne tout le monde. Ce que je peux dire de par mon expérience, quand on me parle comme ça de peur de l'échec, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le concours de première année pour accéder aux filières médicales. Pour moi, l'échec, c'était ne pas réussir, échouer et ne pas être dans le quota. Un quota qui finalement est fixé par l'État, j'ai aucun contrôle dessus. Un quota qui finalement ne veut pas dire que je suis nulle, ni scolairement parlant, ni que je serai un mauvais médecin. C'est seulement un quota. Mais à cette époque-là, quand j'étais en première année, j'étais plus jeune, etc. Et puis on est dans l'ambiance du concours. Donc on s'est dit, purée, mais si je suis pas dans ce fameux quota, en fait, je vaux rien. Et c'est super difficile de prendre du recul quand on est la tête plongée dedans et qu'on côtoie que des gens qui parlent concours, qui respirent concours, qui veulent la même chose que toi et qui ont cette même définition de l'échec. C'est difficile de prendre du recul, de se dire 2 secondes, mais attends, mais ça définit pas ma vie, ça. Et donc déjà ce travail-là, il est hyper important. Donc prenez du recul toujours sur votre objectif, parce que c'est un objectif que vous fixez à un instant T, et qui peut être modifié et qui va être modifié en fonction de qui vous rencontrez, en fonction de votre situation familiale qui peut changer, en fonction de vous, parce que vous allez grandir, vous allez apprendre à vous connaître. Et finalement, ce que nous on appelle des échecs en début de vie, on va dire, quand on est un jeune adulte, peut-être que finalement ça va débloquer des choses sur lesquelles nous on n'a pas conscience en fait. Allah il connaît les plans et les destins de chacun. Et nous, on ne connaît pas. On croit qu'on veut quelque chose. Au final, soit on le veut pas, soit c'est pas un bien pour nous, soit c'est juste c'est pas écrit quoi. Et ça va être un bien, mais on va passer par un autre chemin, pas celui qu'on voudrait à la base. Pour donner un exemple encore plus concret, plus précis, quand j'étais du coup la tête dans le guidon cette année-là, j'ai réussi, alhamdoulilah, à prendre du recul et à me dire, mais en fait, qu'est-ce que j'en sais, moi, que c'est un bien pour moi, finalement? Ok, moi, je veux faire ça, parce que du peu que je connais de la vie, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'ai envie de faire plus tard. Mais qu'est-ce que j'en sais de si ça va être un bien pour ma religion, si ça va être un bien pour moi, si je veux avoir une vie de famille à côté, s'il n'y a pas quelque chose qui m'attend ailleurs et quelque chose de mieux, quelque chose où je pourrais faire encore plus de khair, quelque chose qui me rapprochera de ma religion, qu'est-ce que j'en sais au final? Donc si j'ai un conseil à donner, et à mon avis, c'est le conseil qu'il faut retenir de mon expérience là, c'est de changer la façon dont vous formulez vos doigts. Parce que vous changez la formulation, certes, mais vous changez aussi votre façon de réfléchir et votre façon de voir la vie. Et ça change aussi votre relation avec Allah. Parce que si vous placez votre confiance à Allah, qu'on appelle le tawakkul, qui est très important, finalement, ça va faire un engrenage dans votre tête, ça va modifier toutes les étapes de votre vie et ça va modifier aussi votre façon de gérer les échecs entre guillemets, parce qu'un échec ça n'existe pas,
et surtout de gérer les épreuves futures, parce que tout le monde vous allez avoir des épreuves, on en a tous. Et de modifier la façon dont vous formulez vos doigts. Pour l'exemple, c'est ne pas demander en fait quelque chose d'hyper précis. Ne pas dire « Ya Allah, donne-moi ça parce que je veux ça ». Mais au final, qu'est-ce qu'on en sait qu'on veut ça déjà? Et qu'est-ce qu'on en sait que c'est un bien pour nous? Modifier la doua et plutôt être dans le Ya Allah, donne-moi cette chose si c'est un bien pour moi et si c'est un bien pour ma religion et ma vie future. Alors, permets-moi d'y accéder. Si vous faites ça, déjà, vous allez vous déresponsabiliser de tout ce qui vous arrive, de bien ou de mal, parce que vous vous dites, c'est Allah qui décide. Moi, j'ai fait ma doua et je me plie, en fait, à la volonté de Dieu. Si ça arrive, alhamdoulilah, c'est que j'ai fait suffisamment les causes et que c'était prévu comme ça. Si ça n'arrive pas, c'était aussi prévu comme ça. Et ça, mais comment ça change la vie? Comment je dormais bien après? Comment mes nuits, c'était plus les mêmes? Quand je faisais souvent mes doigts à la prière de l'Aïcha, le soir, avant de dormir, je faisais mes doigts à ce moment-là, et ça me mettait dans un autre mood, mais c'était vraiment, j'étais apaisée. Je me disais, demain je me lève, je travaille toute la journée, je referai la même doigt que celle que j'ai fait ce soir, et si j'y arrive, c'est que c'était écrit, que c'était une bonne chose pour moi. Et en plus, si vous y accédez, vous allez être content d'avoir réussi et vous allez être content parce que vous allez vous dire ma doua, elle est exaucée, c'est que c'est un bien pour moi. Et donc, ça va tout vous faciliter. Et d'un autre côté, l'échec, entre guillemets, vous allez beaucoup mieux le vivre. Et du coup, moi, je faisais cette doua-là tous les soirs. Et finalement, j'ai pas eu médecine. J'ai eu sage-femme. Que je voulais pas à la base, qui m'attirait pas particulièrement. Mais je ne l'ai pas pris comme un échec, parce que je me suis dit, si j'ai eu médecine, et si j'ai eu sage-femme, c'est que c'est un bien pour moi. Autant ce métier-là, il me plaira encore plus que médecine, autant c'est dans ce métier-là que je vais faire vraiment du khair et que je vais être une bonne praticienne. Donc j'y suis allée, parce que mes doigts, c'était tout le temps, donne-moi ce qui est le mieux pour moi. Et Allah, il m'a donné sage-femme, donc j'y suis allée. Et j'ai fait, pour la petite anecdote, du coup, j'ai fait 3 ans... J'ai validé ma licence en sage-femme et puis il y a eu une opportunité, j'ai pu demander une passerelle pour rentrer en médecine. Parce que finalement sage-femme ça me plaisait, mais pas autant que médecine. Ça restait toujours dans un coin de ma tête et c'était vraiment ça que je voulais faire. Et j'ai tenté la passerelle et j'ai été prise. Et pareil, tout le processus entre quand j'étais en sage-femme et la passerelle, les doigts c'était toujours les mêmes. Ya Rabbi, donne-moi médecine si c'est un bien pour moi. Si c'est pas un bien pour moi, laisse-moi où je suis. Et au final, alhamdoulilah, j'ai été prise en médecine. Maintenant, je suis très épanouie, je suis très heureuse. Mais pour vous dire qu'en fait, je ne me suis pas bloquée à l'étape numéro 1 de j'ai pas la médecine, c'est un échec, j'ai raté, je suis nulle. J'ai fait confiance. Faites confiance. Laissez couler. Faites les causes, toujours, mais laissez couler. De toute façon, votre destin, il n'est pas entre vos mains. Tout est écrit avant même votre naissance. Donc, faites les causes. Si je peux donner un petit exemple plus précis, c'est un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui dit que il y a un homme qui est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a demandé est-ce que je dois attacher mon chameau ou est-ce que la confiance en Allah suffit? Qu'est-ce que je fais entre les deux? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit attache ton chameau et fais confiance en Allah. Vous voyez que dans la foi, ce qu'il faut retenir en fait de ce hadith, c'est que le tawakkul, la confiance en Allah, elle est primordiale dans notre rapport à la foi et dans notre relation avec notre Seigneur. Elle est primordiale. Si on n'a pas confiance, on ne peut pas avancer. Et surtout, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Il va nous arriver des choses dans la vie, on va dire mais pourquoi il m'arrive ça? Je ne comprends pas. On va râler, on va réagir comme des non-croyants. Alors que si tu prends ce recul, tu as confiance en Allah, c'est une très bonne chose, c'est la première étape. Et la deuxième, c'est qu'il faut faire les causes. Les choses, elles se font pas toutes seules. Si t'attaches pas ton chameau, t'as pas rempli toutes les conditions, on peut te le voler. Ben voilà, c'est pareil. Si tu travailles pas, mais que tu as confiance en Allah, tu fais pas les causes, ça suffit pas. Il faut faire les causes. Donc voilà, il faut être assez global dans cet aspect-là de la foi.
Et dernière chose sur laquelle je voulais revenir, de par mon expérience, c'est très centré sur la santé, sur les études de médecine, je suis désolée, mais j'en ai pour 10 ans, j'ai un peu pris perpète, donc je parle que de ça. mais voilà, pour vous dire qu'on va tous traverser des moments où on va pas tout réussir du premier coup. Et il faut avoir le recul de se dire que tout n'est pas un échec. Et qu'en fait, même, j'ai envie de dire, l'échec, ça n'existe pas. Quoi qu'il arrive, tu apprends. Tu apprends, tu grandis, c'est une expérience de vie en fait, c'est pas un échec. C'est juste que t'as pas eu ce que tu voulais au moment où tu le voulais. Soit tu l'auras plus tard, soit tu l'auras plus, mais parce que tu le veux plus. Soit tu le veux toujours, mais tu l'auras pas, mais c'est comme ça. Et il faut s'y faire et peut-être que tu auras autre chose. Voilà, il faut faire confiance, il faut se déculpabiliser, il faut faire son maximum et bien comprendre que l'échec déjà il dépend pas de vous et surtout qu'au final c'en est pas un. Essayez d'être fier de vous, d'avoir un rêve, de vous y tenir, de faire les causes et de donner votre maximum. Pour qu'au final, au sortir de cette expérience-là, vous vous disiez, j'ai raté, vous disiez, ok, ça aboutit pas comme je voudrais que ça aboutisse, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu, je suis fière de moi et j'ai appris. C'est le principal en fait, c'est vraiment le principal. Merci, merci ma sœur pour tes beaux audios et franchement tes trop beaux conseils. Il n'y a pas d'échec. Effectivement, il y a une phrase connue qui dit il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Et c'est tellement vrai. Tant que tu gardes ta foi, Inch'Allah, bien avec toi, bien forte, ta confiance en Allah, ta santé, ta foi, et c'est parti quoi. Donc vraiment, voilà, dédramatiser l'échec entre guillemets. Et au final, même si je peux me permettre, et je vais me permettre parce que c'est mon podcast, mais si je peux me permettre, il n'y a pas plus d'échec que de rester bloqué dans la peur de l'échec. En fait, pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui se rapproche le plus de l'échec. C'est-à-dire rater une année en soi, ou ou qu'un projet n'aboutisse pas, ou même, je dis rater une année, on devrait même pas parler comme ça, mais refaire une année, euh, changer de projet, ou etc. C'est pas des échecs parce que tu avances. Et tant que tu fais les choses dans les règles, tu fais tes prières, tu demandes à Allah la guidance et tu fais les efforts, t'avances, Inch'Allah, sur le droit chemin. Si Allah te redirige vers la gauche, tu vas à gauche. S'il te redirige vers la droite, tu vas à droite. C'est pas un problème, ça, c'est pas des échecs. C'est juste la vie, en fait. Mais par contre, rester à ton bureau pendant des heures, à angoisser, à stresser, à faire tous les films de comment tu vas rater ta vie dans ta tête, bah c'est un échec, par contre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, t'es pas en train d'apprendre une leçon, là. T'es en train de te faire du mal, en fait. T'es juste en train de te faire du mal. Après, encore une fois, voilà, c'est des petits chapitres de vie, parfois des gouffres dans lesquels on tombe et c'est des erreurs qu'on peut faire, mais c'est aussi une leçon dans le sens où, voilà, maintenant que j'ai fait ça pendant un certain temps, je sais que, Inch'Allah, je ferai tout pour pas retomber là-dedans. Et c'est aussi grâce à ça, au final, que je suis en train de te parler aujourd'hui de la peur de l'échec. C'est parce que bah, j'étais à fond dedans et que j'ai réussi, alhamdoulilah, à en sortir. Donc au final, est-ce que c'était un échec vu que j'ai réussi à en faire quelque chose de positif? Donc au final, même ça, c'est pas vraiment un échec. Encore une fois, c'est qu'une leçon. Donc voilà, voilà. C'est une bonne transition pour passer à la clé pour guérir de la peur de l'échec, la clé numéro 2. Ok, deuxième clé, selon moi, pour guérir de la peur de l'échec, c'est la visualisation de la réussite. Et en fait, attends, si t'es en train de lever les yeux au ciel en mode mais qu'est-ce qu'elle me raconte, je te jure que c'est pas trop perché et je te jure que ça marche et que je vends pas de formation sur YouTube à 500 €, t'inquiète pas. Simplement, je vais te parler de mon vécu et je vais te rajouter un petit côté scientifique pour t'expliquer en fait comment ça marche. Donc la visualisation de la réussite. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu es dans la peur de l'échec, bah tu es dans l'échec. C'est-à-dire que tu penses tout le temps à l'échec en fait. Tu te dis mais si j'y arrive pas, qu'est-ce que je vais faire, ta. Surtout au début de mes études. Donc pendant ma PACES et on va dire mes 2 premières années d'études. Waouh, j'ai perdu énormément de temps à juste stresser. J'étais pas en train de faire des pauses. J'étais pas en train de travailler. J'étais juste au bureau à stresser.
et avoir peur de l'échec, etc. Et en fait, du coup, effectivement, j'étais dans la spirale de l'échec, c'est-à-dire que je perdais énormément de temps où je travaillais pas et où je faisais pas des pauses, parce que faire des pauses, bah, ça oxygène ton cerveau, etc. Donc quand tu reviens, tu travailles mieux. Là, c'était même pas le cas, je faisais pas de pause, juste je me fatiguais et je me démoralisais toute seule à penser à l'échec. Et en fait, voilà, donc j'ai eu des rattrapages, etc. Et en fait, à un moment donné, je voyais une de mes meilleures amies d'enfance qui était en médecine et on avait fait collège, lycée ensemble, etc. Et en fait, elle, je la voyais tout réussir. Elle avait réussi sa PACES en 2 ans, elle réussissait ses partiels en médecine, etc. Elle n'avait pas de rattrapage. Ça se passait bien en fait de son côté. Ça se passait bien et surtout psychologiquement, ça se passait bien. C'est-à-dire que je voyais qu'elle n'était pas du tout dans la peur. Et j'ai vu le décalage avec moi où j'étais tout le temps stressée pour mes partiels, j'avais tout le temps peur. Elle, elle vivait sa petite vie, elle passait ses partiels, tout se passait bien en fait. Et du coup, je l'ai appelée et je lui en ai parlé. Je lui ai dit, mais en fait, t'as pas peur de l'échec? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, mais comment ça? Comment ça? Comment? Elle m'a dit, bah en fait, j'ai jamais échoué. Donc, c'est pas un sujet sur lequel je m'épanche, quoi. J'y pense pas, en fait. Elle me dit, je pense pas à l'échec. Vu que je réussis, bah, je pense à la réussite, quoi. Et là, je me suis dit, ok, à mon avis, il y a vraiment quelque chose dans ce qu'elle m'a dit. Il y a vraiment une clé pour m'en sortir, c'est que elle est pas dans l'échec, donc elle y pense pas. Elle pense juste à la réussite. C'est-à-dire que quand elle s'apprête à passer un partiel, elle se dit, bah, je vais travailler et je vais le passer. Point barre. Contrairement à moi qui me disais, oh, j'ai un partiel, comment je vais faire? Et si j'y arrive pas, j'ai encore les rattrapages, mais si j'arrive pas au rattrapage, je vais redoubler. Bref. Donc juste, elle se mettait au bureau, elle travaillait et elle passait ses partiels, quoi, et tout se passait bien. Et du coup, j'ai commencé à faire de la visualisation. C'est-à-dire que à chaque fois que je m'imaginais en train de rater, je me posais à mon bureau. Et franchement, ça prenait 5 minutes. Hein. Au lieu de m'imaginer rater et de partir dans des scénarios pas possibles de l'échec dans ma tête, bah, je me posais, je fermais les yeux. Et je t'invite vraiment à le faire. Mais je te promets, si t'es comme moi, fais-le. Fais-le vraiment. Donc je me posais. Vraiment, j'arrêtais de travailler. C'est bon, je me mettais à mon bureau et je m'imaginais en 3 étapes. Première étape, je me visualisais en train de travailler et de bien travailler. Vraiment, je ferme les yeux et je m'imagine en train de travailler, d'être hyper efficace dans mon travail, de prendre du plaisir dans mes révisions, etc., que ça se passe super bien. Ensuite, je m'imagine au partiel. Pareil. Je m'imagine découvrir le partiel. Je suis en train de fermer les yeux là quand je te raconte ça. Je me remets dans le bain. Donc du coup, voilà, j'étais à mon partiel, je découvre le sujet. Oh, trop bien, je sais tout. Je suis là, je lis. Incroyable, je sais tout, je sais répondre à tout, donc je m'y mets et ça se passe hyper bien, j'ai l'inspiration, je connais tout, etc. Et après, je m'imagine en train d'attendre les résultats et le jour du résultat, et je regarde mon résultat et waouh, j'ai une super bonne note, trop bien, j'ai hyper bien réussi, super, je vais pouvoir profiter de mon été, etc. Eh ben, je te promets qu'en 5 minutes, c'était réglé. La peur de l'échec, c'est mon genre, les scénarios de l'échec, la spirale de l'échec dans ma tête, elle était mise de côté et j'étais dans la réussite. Je me visualisais en train de réussir. Et ben, dès que je finissais ce petit exercice, je bossais hyper bien. Et guess what? Imagine quoi? Et ben, je bossais hyper bien. Et ben, je réussissais mes partiels. Et ben, j'ai plus jamais eu de rattrapage après ça. Plus j'avais eu de rattrapage et j'ai réussi tous mes partiels et mes notes, elles ont monté en flèche. Enfin, ça a été incroyable. Vraiment, on est passé de une étudiante stressée qui avait du mal à plus aucun problème, quoi. Les cours, tout se passe bien, j'arrive à tout gérer, j'ai des bonnes notes, enfin, tout va bien, quoi. Donc, elhamdoulilah, vraiment, cette technique-là, elle était vraiment hyper bénéfique, donc je t'invite à l'utiliser. Ah oui, et ce que je voulais te dire, c'est que c'est basé sur des faits scientifiques. En fait, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que quand tu imagines quelque chose, ou quand tu le vois pour de vrai, ça active les mêmes zones cérébrales.
Donc en gros, quand tu te vois en train d'échouer dans ta tête, ton cerveau, littéralement, pour lui, tu es en train d'échouer et il fait pas la différence entre ton imagination et la réalité. Donc au lieu de te polluer l'esprit avec que des idées négatives, des visions négatives tout le temps, eh ben, profite de ce pouvoir-là que tu as, c'est-à-dire de visualisation et d'imagination, etc. Mais dans le bien, dans le positif. Visualise-toi en train de réussir et tu verras que ton cerveau, il fait pas la différence. Donc quand tu t'imagines en train de réussir, tu as le même bonheur et le même apaisement que quand tu es en train de réussir. Et du coup, bah tu réussis parce que tu y crois, parce que tu l'as fait voir à ton cerveau et parce que tu es dans un bon mood pour travailler. Donc voilà, ça c'est vraiment le tips qui a changé ma vie, qui a changé mes études. Et aussi un autre petit conseil, c'est mets en place une méthode de travail et n'hésite pas à te faire aider. Parce qu'en fait, travailler, il y a 1 million de façons différentes de travailler, que ce soit pour apprendre un cours ou faire quelque chose, il y a plein de façons différentes de le faire. Et l'organisation, c'est super important. C'est-à-dire que tu peux travailler 9 heures sur ton bureau, etc. et ne pas être hyper efficace, alors que tu aurais pu faire ce travail en 4 heures avec une méthode de travail plus adaptée. Exemple, quand j'étais en PACES, il y avait des cours de bio, donc l'UE2, pour ceux qui sont dans ma team. UE2 et donc c'était l'histologie, l'embryologie, la biologie, enfin bref. Et en fait, cette matière, elle est super dense. Et moi, ce que je faisais, c'est que je prenais les cours et je les lisais une fois. Enfin, je les lisais slash apprenais une fois. Et en fait, je mettais tellement de temps que avant le concours de PACES, j'ai pas eu le temps de les revoir. Ou très vite fait. Donc en fait, j'avais tout oublié. C'est-à-dire que quand je suis arrivée au concours, j'avais de vagues notions, mais en plus le concours c'est des QCM très spécifiques, très précis. Donc bref, autant te dire que plus de la moitié, mais au moins les 3/4 du contrôle du QCM, j'ai vraiment mis au pif. Alors que j'avais passé des heures dessus. Mais en fait, j'avais passé des heures, c'était pas la meilleure façon de faire. Donc là, par exemple, j'ai perdu du temps parce que quitte à ne pas bosser l'UE2, autant mieux bosser l'UE1 ou l'UE3 ou l'UE4, peu importe. Mais donc voilà. Y a, pour ce qui est des cours, il y a plusieurs méthodes qui existent. Donc il y a la méthode des J par exemple qui est pas mal. C'est même si c'est approximatif parce qu'au fur et à mesure de ton année, tu pourras pas forcément tout faire bien comme il faut au jour près, etc. Mais c'est pas mal, c'est-à-dire que en fait, c'est basé sur encore une fois la science et la plasticité de ton cerveau et comment en fait tu mémorises les choses, comment tu retiens. Et en fait, c'est du coup voir un cours une première fois, le voir, je crois que c'est J0, J1, J3, J7, après J14, J30. En gros, tu vois ton cours, tu le revois un jour après, tu le revois 3 jours après, tu le revois une semaine après, etc. Après, tu le revois un mois après. Et en fait, c'est une façon, on va dire, efficace de voir les cours et de jamais les oublier et de bien les retenir. Et en fait, plus tu vas les voir et plus tu vas l'ancrer et à la fin, tu le connaîtras bien. Bon bref, ça c'était une petite aparté, mais en gros voilà, il y a des façons de faire qui sont plus efficaces que d'autres. Et je t'encourage vivement à te faire aider, que ce soit par YouTube ou par des gens, si t'es en études, des gens qui sont en études supérieures. Par exemple, si t'es dans les études de santé, il y a l'OMAS, donc Organisation musulmane des acteurs de santé, qui font du tutorat pour les musulmans, les musulmanes qui veulent rentrer en études de santé ou qui y sont déjà. Enfin voilà, en tout cas, vraiment, n'hésite pas à te faire aider. Si c'est pour un projet, bah, pourquoi pas te faire aider par un coach ou par quelqu'un que tu connais, qui a réussi des choses. Franchement, n'hésite pas à appeler les gens autour de toi et à demander des conseils. Si tu vois quelqu'un a réussi quelque chose que tu aimerais bien faire, appelle-le et demande-lui quelques conseils. Je suis sûre que la personne serait heureuse de t'aider. Euh, donc voilà, ne pas rester seul et soit YouTube, soit des livres, soit des gens. Tu prends un maximum. Enfin voilà. Après, bon, la phrase qui veut rien dire. Rien n'est plus efficace que l'expérience. Honnêtement, c'est en faisant que tu vas mettre en place une bonne méthode de travail. C'est à force d'étudier que tu vas avoir une bonne méthode d'étude. Premières années d'études, moi je faisais la Ronéo, donc je prenais pour un cours d'1 heure, il y avait 40 pages de Ronéo et
J'essaie d'apprendre sur ça, c'était imbuvable. Bon, peut-être que ça convient à certains étudiants, mais au final, les meilleurs étudiants, c'est ceux qui vont en cours. Enfin, en général, ceux qui ont de meilleurs résultats, c'est ceux qui vont en cours, qui prennent leurs propres notes, parce que quand tu prends des notes, tu es déjà dans un processus d'apprentissage, de compréhension, de tri, etc., de l'information, ce qui est important, ce qui n'est pas important. Enfin bref. Donc moi, je conseillerais, si tu es en études, d'aller en cours au maximum. Après, tu feras le tri. Il y a des cours, ça sert à rien d'y aller si le prof il lit son diapo. Donc voilà, ou si c'est un projet que c'est pas du tout dans les études, peu importe. C'est en faisant que tu vas, avec l'expérience, que tu vas mettre en place une méthode vraiment adaptée à toi. Donc laisse-toi un petit peu de temps et fais ton mieux, Inch'Allah. Mais voilà, n'hésite pas à te faire aider. Aussi, une autre phrase que m'a rappelé là il y a quelques jours quand j'étais au téléphone avec justement cette même meilleure amie d'enfance. Et elle m'a rappelé ce que disait un prof en première, qui disait « La meilleure méthode de travail, c'est le travail ». Et c'est pas faux. Mais je tiens à dire oui, c'est vrai, dans le sens où tu peux passer des heures à planifier patati patata. À un moment donné, il faut se mettre au boulot. Faut travailler, et c'est d'ailleurs souvent comme ça que tu vas dissiper pas mal de stress, parce qu'en fait, quand tu travailles pas, tu stresses en te disant il faut que je travaille, il faut que j'avance, il faut que tatati tatata. Et moins tu travailles, et plus tu stresses. Donc non, déjà, dissipe ton stress, bosse. Meilleure méthode de travail, c'est le travail. Tu t'y mets et tu verras que ton stress, il va se dissiper. Mais voilà, oui au travail, oui travailler c'est bien, mais être dans un processus de chercher une meilleure méthode de travail, c'est bien aussi. Ok, on va pouvoir passer au troisième axe de réflexion pour guérir de la peur de l'échec, Inch'Allah. Ce troisième axe, c'est en fait te concocter un petit environnement qui est propice au succès de ton projet. C'est-à-dire que si tu dors 4 heures par nuit, que tu vois pas le soleil, que tes pauses c'est uniquement Netflix, ça va être compliqué. Je vais pas te mentir, je pense qu'on l'a tous essayé cette technique-là, ça marche pas. Voilà, pendant 2 semaines, tu vas faire que travailler, et au bout d'un moment, tu vas craquer, quoi. Je me souviens en PACES, pour revenir un peu sur la PACES, mais le gros flex à l'époque, c'était de dire aux gens « Ouais, moi je travaille 10 heures par jour, moi je travaille 12 heures par jour, je fais 0 pause. » En réalité, ceux que je connais, qui sont passés en deuxième année, la plupart du temps, c'est des gens qui ont travaillé voilà, 8 heures par jour, qui dormaient 8 heures par nuit, qui faisaient des pauses. C'est des gens qui ont travaillé toute l'année, voire pendant 2 ans, parce que c'est souvent que c'est en 2 ans que ça se fait. Mais c'est des gens qui ont travaillé, qui n'ont pas mis de côté leur santé mentale. Et moi, une amie qui était arrivée d'ailleurs primante, elle était primante, donc c'est-à-dire qu'elle a fait sa PACES en 1 an, et elle a été arrivée première. Voilà, il y a des gens comme ça, après c'est comme ça. Elle était arrivée première en 1 an, donc de médecine. Et aujourd'hui, elle est interne en gynécologie. Un petit coucou à elle si elle passe par là. Et donc cette amie-là, elle m'avait donné un très bon conseil. Je me souviens, je l'avais appelée pareil quand j'ai commencé ma PACES. Et elle m'avait dit « Ta priorité cette année, c'est ta santé mentale. » Elle m'a dit « Il faut que tu te chouchoutes. Parce que sinon, tu ne tiendras pas l'année. » Et ce conseil, il était vraiment antinomique avec tout ce qu'on entendait à côté, tous les étudiants qui disaient « Voilà, moi je fais que ça, je fais que travailler, etc. » Et elle m'a dit non. Elle a arrêté de travailler à 20 h tous les soirs. Elle dormait 8 heures par nuit et elle travaillait la journée. Voilà. Donc tout ça pour te dire, mets-toi un bon environnement au maximum. Donc une bonne nuit de sommeil, c'est hyper important pour l'apprentissage, pour rien que pour gérer le stress, l'anxiété, etc. Moi je sais que quand j'ai pas mes 9 heures par nuit, ça peut être un peu plus compliqué au niveau irritabilité et surtout au niveau anxiété. Si je fais que travailler et que je dors moins de 8-9 heures, c'est compliqué. Après voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Mais en tout cas, une base de 8 heures de sommeil, ça me paraît le minimum quand tu passes ta journée à travailler. Et si tu as du mal à dormir, n'hésite pas
à te faire des petites tisanes pour dormir, la camomille, et cetera. Même en pharmacie, ils proposent des tisanes exprès pour aider à l'endormissement, et cetera. Après, bah, évidemment, faire les prières, les 5 prières par jour. C'est le b.a.-ba pour déjà être bien dans ta religion, être bien dans ta foi, et cetera, qui va t'aider à te sentir bien dans ta vie en général. Ne fais pas l'impasse sur le sport. Il y a plusieurs études qui ont montré que, par exemple, les capacités cognitives, donc c'est-à-dire la capacité de réflexion, d'apprentissage, et cetera, elles augmentent après un effort. Donc c'est-à-dire que tu te fais une petite demi-heure de footing, tu vas travailler beaucoup mieux, tu vas apprendre beaucoup plus vite, et cetera, que si tu n'avais pas fait cette demi-heure de footing. Donc, et en plus, évidemment, sur le bien-être mental, hyper important, ça va te permettre d'être détendu, de te sentir bien, et cetera, et de travailler mieux. Et au niveau physique, bien sûr, pareil, d'avoir moins de crispation. Voilà, de toute façon, le sport, c'est bon pour tout plein de choses. Ne serait-ce que tu te fais un petit footing de 20 minutes, tu reviens, tu travailles, tu verras vraiment la différence. Et ensuite, une bonne alimentation. Évite les grignotages trop sucrés, et cetera, parce qu'en fait, ça t'apporte... Souvent, c'est quand on a besoin d'énergie, on va vers le sucre rapide. Mais en réalité, oui, ça te donne un petit boost d'énergie sur le coup, mais après, t'as une chute de ton insuline et de ta glycémie. Et là, waouh! Et là, c'est le coup de barre. Donc, essaye les repas... Enfin, essaye vraiment de manger des sucres lents. Pas trop, parce que sinon, tu vas quand même avoir le coup de barre, mais des sucres lents, complets si tu peux. Et voilà, des protéines, des fibres, enfin vraiment fais-toi des assiettes équilibrées de bon matin et pour avoir de l'énergie toute la journée, pas avoir de coups de fatigue, pas avoir de petites crises d'hypoglycémie, d'être irritable, etc. Donc une bonne alimentation, un bon sommeil, du sport, c'est des trucs de base que je dis là, hein. Mais évidemment que je le faisais pas du tout en PACES. Évidemment. C'est des choses qu'on apprend aussi avec l'expérience. Et si je te le dis dans le podcast, c'est vraiment pas pour faire joli, je te promets que c'est vraiment, vraiment important. Les prières, du sport, un bon sommeil, une bonne alimentation. Et surtout, quand tu sens que tu stresses, ça va pas, t'es pas bien, lâche. Que ce soit pour les études ou ton projet, lâche, va faire un tour, va te faire un petit footing de 20 minutes, va te faire une petite pause, va appeler un parent, un ami, une amie. Et n'aie pas peur de lâcher à ce moment-là où tu sens que c'est dur pour toi. Lâche, fais-toi une pause et tu verras que quand tu vas revenir, tu auras les idées beaucoup plus claires, Inch'Allah. Et là, tu pourras reprendre tranquillement. Je me souviens, là on est un peu... Bon, voilà, on parle de PACES, mais je me souviens le nombre de fois en PACES où j'étais à mon bureau et je pleurais devant des exercices de physique parce que j'y arrivais pas et que je voulais pas lâcher, j'étais frustrée et je voulais absolument y arriver. Alors qu'au final, avec le temps, j'ai appris que bon, quand t'es en train de t'énerver sur un truc, lâche, voilà, tu vas faire une petite pause, tu reviens et oh, comme par magie, tu vois le petit détail qui fait que en fait t'étais bloqué et que tu l'es plus. Ou parfois tout simplement il y a une coquille aussi, il y a une coquille dans l'exercice ou... Bon voilà, écoute, on a fait le tour de ce que je voulais te dire aujourd'hui sur la peur de l'échec. Donc pour résumer et pour bien se remémorer ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, Inch'Allah, pour guérir de la peur de l'échec, tout d'abord, placer une intention sur ce projet et mettre Allah au cœur de son intention. Se rappeler qu'on est ici-bas pour lui plaire, pour se rapprocher de lui, pour l'adorer, pour le servir, et mettre ça vraiment au cœur de notre vie et de notre projet. Ce qui va nous permettre de faire les plus beaux des efforts, Inch'Allah, et d'avoir confiance. Confiance quant à l'issue de ce projet, parce que si c'est la volonté d'Allah et que tu réussis, Alhamdoulilah, et si c'est la volonté d'Allah et que tu as réussi d'aller ailleurs, Alhamdoulilah toujours. Tant que tu es proche d'Allah, tant que tu lui plais, tout va bien. Ensuite, ne pas hésiter à faire de la visualisation et à se visualiser et s'imaginer en train de réussir pour s'apaiser et pour se mettre dans un bon état d'esprit, c'est vraiment le cas de le dire. Ne pas hésiter aussi à se faire aider, à appeler quelqu'un qui peut te donner des conseils et de qui tu peux t'inspirer.
appeler quelqu'un ou alors aller sur YouTube, lire des livres, et cetera. En tout cas, s'inspirer des autres et demander conseil. Et troisièmement, faire en sorte de se mettre dans un environnement propice à la réussite. Donc bien dormir, bien manger, faire du sport, et cetera. Et bien sûr, faire ses prières. Et faire confiance à Allah même dans tes prières. Vraiment lui demander de te donner ce qui est le meilleur pour toi, de te permettre d'accéder à ce qui est le meilleur pour toi. Ce qui demande de mettre de côté ta volonté personnelle, mais ce qui t'apportera énormément de paix, Inch'Allah. J'espère que ça t'aura été utile, vraiment. Et n'hésite pas à me dire en commentaire, en message, etc. Si ça a été le cas, ça me ferait hyper plaisir. Je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre à tous les commentaires. Donc voilà, et écoute, bon courage pour ton année d'études ou ton année de projet. Bon courage pour tout ça. J'espère que, Inch'Allah, nos projets vont nous rapprocher d'Allah, vont nous permettre d'être de meilleurs musulmans, musulmanes. Euh, et seront un bien pour nous, pour nos familles et pour notre entourage, Inch'Allah. Je te souhaite que du bien et voilà. À très bientôt, Inch'Allah. Salam!